Notre prochaine intervenante, Marie-Claude, a complété un baccalauréat en sciences infirmières et un diplôme d'études supérieures spécialisé en bioéthique. Elle œuvre depuis 15 ans au CHU de Sainte-Justine, où elle a travaillé pendant 5 ans au département d'oncologie, greffe osseuse, et depuis 10 ans maintenant comme infirmière clinicienne en immunologie, rhumatologie. Et elle est aussi membre du comité de bioéthique de l'hôpital. Elle est membre de l'Organisme international des infirmières en immunologie et participe activement aux recherches et à la mise en place de projets qui visent à améliorer la qualité des soins des patients immunodéficients. Accueillons Marie-Claude Levasseur. Alors, bonjour à tous. Ça va faire différent. Aujourd'hui, on va parler d'allaitement. Alors, l'allaitement, non, c'est pas vrai. C'est juste une blague. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui, même si je suis en congé de maternité. Franchement, ça me fait comme chaud au cœur de revoir plein de visages que je connais. C'est une formule un peu différente cette année avec la table ronde. Puis pour moi, c'est vraiment, je vous dirais, comme un événement assez spécial parce que je trouve que les gens qu'on a convoqués, qui ont accepté de venir partager avec nous cette année un peu leur épisode de vie, leur expérience de vie. Je trouve que c'est vraiment un gros cadeau qu'ils nous font. Donc, franchement, merci déjà d'avance, si j'oublie de vous le dire. Mais c'est très, très, très apprécié. Pour les gens qui étaient là en avril, on a parlé un peu que la maladie chronique, en fait, on faisait face à plusieurs étapes de deuil quand on se fait diagnostiquer une maladie. Donc, dans ces étapes-là, à un moment donné, on est rendu à partager puis à donner au suivant. Donc, probablement que les gens qui sont en face de nous aujourd'hui sont rendus à cette étape-là parce que même juste pour vous de venir aujourd'hui, participer à des conférences sur le déficit immunitaire, déjà là, ça veut dire qu'on a un petit bout de chemin de fait parce que ça veut dire dans le fond, qu'on est prêt à apprendre à être acteur dans la maladie, soit de nous ou notre enfant. Fait que ça veut dire qu'en fait, comme je vous dis, les étapes sont entamées. Puis quand on est rendu, là, je pense qu'on est rendu presque des experts. Aujourd'hui, c'est une formule table ronde, un peu à la Claire Lamarche pour ceux qui sont de ma génération. Les jeunes ne savent pas ce qu'est Claire Lamarche, mais aujourd'hui, je vais me déguiser un peu en Claire. La seule chose, c'est que, tu sais, souvent dans les conférences, on vous demande de ne pas trop parler de vos tranches de vie parce qu'en fait, c'est des histoires un peu personnelles. Là, c'est un peu le contraire. Dans les sujets qu'on va aborder, les gens vont en fait discuter de eux, leur expérience de vie, donc c'est super, mais comme on l'a fait avec vous, la table ronde, à chaque sujet, vous allez pouvoir poser des questions, parler de votre expérience. Il faut juste essayer, justement, je vous dirais, de tenter d'être concis un petit peu là, dans les explications. Je vous dis ça parce que des fois, par expérience, là, j'ai des gens qui... C'est ça, là, ils sont très enflammés, puis là, on a beaucoup de bagages, donc on essaie juste de... C'est ça. Puis aussi, il y a certains sujets, des fois, ou des questions qui peuvent peut-être rendre les gens mal à l'aise, dans le sens que nos experts, si ça leur tente pas de répondre parce que ça les fait vivre quelque chose ou ils n'ont pas envie, il faut juste être ouvert à ce fait-là, que même si vous leur posez une question puis ça leur tente pas de répondre, il faut être ouvert. Peut-être l'an prochain, ils vont être plus prêts. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est comme un genre de grosse boule de respect et d'amour là, qu'on vit là aujourd'hui, ici. Donc, je vais présenter mes participants. On a essayé d'avoir des gens dans différentes étapes de vie, je vous dirais. On devait avoir une grande fille qui s'appelle Audrey, qui a vécu la greffe de moelle, qui est une jeune qui a un déficit immunitaire et aussi une maladie auto-immune. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous pour vous parler de la greffe de moelle osseuse, parce que quand on a un déficit immunitaire, la greffe de moelle, ça semble souvent être... je vous dirais, en fait, la source, là, tout le monde voudrait se faire greffer parce que après, on est guéri puis c'est facile. J'aurais aimé ça qu'elle vous en parle, elle, un peu de son expérience, pour vous montrer aussi que, c'est ça, il y a des défis aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, Audrey, malheureusement, était malade. Elle aurait beaucoup aimé être avec nous. C'est-tu le mien? Non. Donc, Audrey ne sera pas là aujourd'hui, mais on a quand même... On a plein d'autres participants. Donc, la première, c'est Héloïse, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, Héloïse Beaupré, je vais te laisser mettre le micro à on et dire, s'il te plaît, ton âge, puis à quel centre tu te fais traiter. J'ai 16 ans et je suis suivie à Sainte-Justine. Wow, bravo. Ensuite, à côté d'elle, on a Sarah Septembre, qui est une jeune, moi, qui m'a été référée par ma collègue Maude, qui, semble-t-il, est une jeune exceptionnelle, que je connais pas beaucoup. Donc, Sarah, tu as quel âge? J'ai 12 ans et je suis traitée à Sainte-Justine. OK. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Ah, quand même. OK. Le barbu à côté de toi. Donc, c'est Francis. Francis, c'était un de mes patients. Puis là, maintenant, il y a des enfants. Ça veut dire que moi aussi, je m'en retourne. Mais c'est ça. Donc, Francis, t'es rendu à quel âge? Présentement, à 27 ans. Je suis suivi à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne.
27 ans, mon Dieu. OK, à côté de toi, on a Magali, qui a déjà un micro et qui est prête. Magali, t'as quel âge? J'ai 7 ans. OK. Puis, qu'est-ce que tu es venue faire ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue présenter mon frère pour qu'il vienne parler de son traitement. C'est super, merci beaucoup. Puis, tu as 7 ans, t'as dit. Parfait. Étienne, tu as quel âge, Étienne? 5 ans. OK, t'es suivi où? C'est où ton hôpital? Sainte-Justine. C'est qui ton docteur? C'est le docteur Canard? Docteur Canard. Ah! Docteur Haddad, des fois, il y a des petits... c'est ça. Puis à côté, on a sa maman. Bonjour. Qui s'appelle, excusez-moi? Julie. Julie, qui est la maman de ces 2 beaux enfants, qui a aussi, parce qu'on sait que les parents ont aussi souvent une autre expérience là, quand leurs enfants sont traités, donc on est chanceux. Elle a accepté de participer avec nous. Donc, c'est vraiment un échange. À chaque sujet qu'on ouvre, c'est vraiment les participants qui ont envie de répondre. C'est pas nécessairement chacun un après l'autre. Puis, si vous avez des questions, je vois des jeunes là, que je connais qui ont beaucoup d'expérience aussi par rapport à leur traitement. Donc, si jamais ça vous tente de participer, c'est super. Donc, on va commencer par ma vie avant le diagnostic. Donc, ça, c'est une période, en fait, qui est souvent très, très différente pour les gens. Donc, ma vie avant le diagnostic, est-ce que c'était la belle vie avant d'être traité, avant d'être diagnostiqué? Est-ce que c'était comme le party parce qu'on ne savait rien, puis que tout allait bien? C'était comment ma vie avant le diagnostic? Oui, vas-y. Donc, pour ma part, moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Avant mes traitements, beaucoup d'infections, beaucoup de petites complications à gauche et à droite. Comme quoi? Est-ce que tu te rappelles? Otite à répétition, des bronchites, pneumonie, des choses comme ça. Surtout tout ce qui est respiratoire. Par la suite, à l'âge de 5 ans, on m'a diagnostiqué vraiment une globulinémie de Bruton. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu les traitements qui ont commencé à Sainte-Justine dans le temps. Parle vraiment avec ton micro, c'est super intéressant. Je voudrais juste être sûr. Et par la suite, là, j'ai été traité à Sainte-Justine. Les traitements à chaque mois. Au début, bien sûr, quand on est jeune, c'est un peu plus difficile à assimiler, mais dans mon cas, moi, je l'ai pris d'un autre sens un peu. Une journée de congé d'école à chaque mois. Donc, plaisant pour ça. Puis, bien sûr, à l'hôpital à Sainte-Justine, de très bons infirmiers, infirmières, médecins. Donc, ça simplifie beaucoup les choses à ce moment-là aussi, quand on est bien entouré aussi. OK. Fait que toi, tu dirais, dans le fond, de ce que tu te rappelles, c'était des infections, que tu allais souvent à l'hôpital? Oui, hospitalisé même à quelques reprises. Puis, c'est ça, souvent des infections, les cliniques, les hôpitaux. Mes parents qui me traînent à gauche et à droite jour et nuit. Ouais. Ça l'a aidé beaucoup par la suite. Est-ce que tu t'en rappelles de ce temps-là, de quand tu étais malade, quand tu étais hospitalisé? Ou... Je me souviens des plus gros moments, je dirais, mais la plupart, ça s'est effacé un petit peu avec le temps. Là, je dirais, là, j'essaie de garder plus le côté positif. Oui. Vu que tu l'as dit, parce que dans le fond, il y a plusieurs déficits immunitaires. Tantôt, les spécialistes en ont parlé. Maintenant, on a plus de 400 déficits immunitaires qui sont listés. Francis, tantôt, a dit que lui, il avait la maladie de Bruton. Fait que je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Francis, est-ce que tu sais, par rapport à toi, par rapport aux autres déficits immunitaires comme variable, c'est quoi la différence? Dans les côtés un peu plus techniques, je dirais que, en fait, tout simplement, il y a 5 groupes, grosso modo, d'anticorps qu'on produit. Et moi, à ce niveau-là, la plupart, je ne les produis même pas. Donc, à ce moment-là, avec les traitements, on ne peut pas combler tous les types d'anticorps, mais par contre, ça me permet au moins d'être capable de fonctionner normalement. Ou du moins, j'essaye de plus normalement possible. Super. Ben, c'est super beau, en fait, c'est ça. Quand on dit AGAMA, c'est qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup, mais Francis, lui, il y en a certains groupes qui n'en ont pas du tout. C'est pour ça qu'on dit AGAMA de Bruton. Puis c'est un des diagnostics, dans le fond, maintenant qu'on connaît bien, puis qu'on peut identifier génétiquement aussi. Merci, c'est super. Avant le diagnostic, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Tu étais petite, hein? Oui, Sarah? Moi, avant le diagnostic... Aussi, excuse-moi, ma belle Sarah, si on peut, ceux en arrière, dire qu'il aurait aimé ça que vous vous leviez. Je ne sais pas si ça va faire trop chaise musicale, mais on pourrait essayer. Est-ce que ça te dérangerait de te lever quand on prend, mettons, la parole? On pourrait se lever juste pour qu'ils nous voient. Parce que sinon, c'est ça. Oui.
Alors, moi, avant le diagnostic, j'ai fait vraiment beaucoup de gymnastique. Et dans le fond, il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir le zona, des cellulites à répétition à l'œil, mais tout le temps de l'œil droit. Alors, ça faisait vraiment mal, puis on devait souvent aller à l'hôpital, fait que c'était un peu moins le fun. Sinon, j'ai eu beaucoup de pneumonie, puis un soir d'hiver, le 24 décembre, on est parti à l'hôpital. Puis, parce que dans le fond, j'avais une grippe. Puis, en fin de compte, ils m'ont diagnostiqué comme cirrhose du foie. Je ne fume pas et je ne bois pas. Après, j'ai fait encore des infections, des pneumonies, des cellulites, des vaginites, vraiment tout le temps. Puis, ils m'ont, dans le fond, il y a comme un nom de ça, Dr Haddad, il m'a rencontré. Il me dit que j'avais une déficience immunitaire. Alors, voilà. Puis, est-ce que tu disais... donc, c'était pas la belle vie, vraiment, même si tu n'avais pas de traitement, mettons? Ben, c'était la belle vie parce que je faisais beaucoup de voyages, puis parce que j'avais une famille que j'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, dans le fond, j'allais vraiment beaucoup à l'hôpital. Puis, j'ai passé pendant un Noël 2 semaines à l'hôpital. Alors, c'était un peu désagréable. Puis, c'est ça. OK, parfait. Merci beaucoup, Sarah. Étienne, est-ce que toi, tu t'en rappelles, avant tes traitements, est-ce que tu te rappelles si tu étais souvent malade ou bof? Correct, hein? Il y a le droit de... J'utilise mon miroir et je vais le passer à ma maman. Dans le fond, Étienne, il a été souvent traité pour des pneumonies, des otites, pour se rendre compte qu'il y avait une bronchiostasie et que c'était sûrement pas des pneumonies qu'il a faites à répétition, que c'était sûrement à cause de ça. Donc, on est traité depuis le mois de mars. Puis ça va super bien. Ça va super bien. Ouais. Fait que, dans le fond, si je comprends bien, de mes jeunes que j'ai ici, il n'y en a pas, en fait, qui ont regretté de passer les prises de sang. T'sais, parce que moi, j'en ai des jeunes qui m'ont déjà dit « Oh my God, je vais faire ça », ou c'était un peu moi aussi avec mon test de grossesse, je me dis un coup que ça va être fait, tout va changer. Donc, vous, dans le fond, c'est ça. À date, c'était pas la belle vie du tout, puis dans le fond, on n'était pas... c'était pas une belle qualité de vie, si je comprends bien. On est souvent allé consulter. Oui, souvent allé consulter. Je pense que je vais vous donner le micro, tout ça, le donner à ta mère. Au cas où. Ben, c'est à cause de... C'est ça, on enregistre. Ouais. Héloïse, elle n'a pas de souvenirs parce qu'elle était bébé. Là. Elle n'a pas de avant, dans le fond. Ah, là. OK. Puis, dans le fond, c'est quand on a accepté... quand ils ont fait la batterie test puis qu'on a eu le diagnostic, pour nous, ça a été ouf! OK. Enfin, là, nous, on a vu ça plus comme ça. Enfin, il y a des traitements. Parce que elle n'a pas de souvenirs là, de son avant. On a eu le diagnostic, elle avait à peine 2 ans. Fait que... Je sais pas si c'est pire. Tu sais, quand on est petit, dans le fond, ici, il y a peut-être Sarah, que tu es quand même assez grande. Quand on apprend à vivre avec... Est-ce qu'on apprend mieux à vivre avec ça quand on n'a pas de souvenirs? Tu sais, quand on est petit puis qu'on commence comme ça, direct, est-ce que vous pensez que c'est pire ou quand on commence avec Sarah, qui a déjà eu, mettons, 12 ans de pause, on pourrait dire, puis qu'elle doit commencer? Je sais pas si... Mêlée à Anne. OK. Moi, je dirais que ça m'a un peu rendu comme... Ben moi, je suis une fille positive, fait que quand j'ai su ça, ça m'a pas trop dérangée, là. J'ai continué, et dans le fond, j'ai pas dit « Ah, c'est la fin du monde ». C'est sûr que j'étais aussi soulagée parce qu'on allait souvent à l'hôpital. Pendant les vacances de Noël, on pouvait pas rester avec notre famille et tout. Mais je suis contente, je pense, de l'avoir vécu parce que comme ça, je sais à quoi m'attendre plus tard si je dois me faire greffer ou, dans le fond, une autre balle de luck. Alors... OK. Tu penses? OK. Oui. C'est super. Tantôt, on a parlé des traitements.
Donc, c'est sûr que quand on a un déficit immunitaire ou une maladie chronique, allô, Sifax, donc quand on a une maladie chronique, je pense que un des défis, c'est vraiment que c'est des traitements qui reviennent semaine après semaine, mois après mois, pour les prochains mois, voire les prochaines années, peut-être pour toute notre vie. Comme infirmière, c'est un énorme défi parce que des fois, on a un petit peu de difficulté à essayer de trouver les mots pour encourager quand les gens sont juste tannés, parce qu'en fait, souvent, c'est bien normal d'être juste tanné. Qu'est-ce qui est le pire? C'est quoi le pire des traitements? Ou le traitement en soi, le temps, le fait de le voir le faire, le fait de... Est-ce que je suis dépendant? C'est quoi le pire? Moi, je trouve que le traitement, ben là, ça me dérange plus, mais c'est vraiment de l'avoir à l'adapter à soi, parce que sinon, c'est sûr que avant, je l'avais d'une autre manière, puis je trouvais ça pas mal plus difficile à faire que maintenant. Okay. Donc, faut vraiment... Parle-moi donc de ça quand tu dis adapter à soi. Est-ce que toi, tu as changé? Est-ce que tu as fait des recherches? Ben moi, avant, je prenais la pompe, là, comme... Au début, elle était en intraveineuse, là, ça s'en rappelle pas. Mais... Là, ouais. Non, je me rappelle. Ouais. Ouais. Ben, j'ai commencé avec les intraveineux parce qu'au début, il n'y avait pas les sous-cutanés. Puis là, quand ils ont proposé de pouvoir le faire à la maison, c'est sûr que j'aimais ça. Mais en même temps, j'étais triste parce que j'avais mes amis à l'hôpital, là, mais... Puis, ben, depuis 1 an, ben, j'ai encore changé parce que je faisais... avec la pompe à la maison sous-cutanée, mais ça l'absorbait pas bien, puis ça me prenait environ 8 heures, donc je trouvais ça long. Puis, fait que j'ai demandé si je pouvais commencer le push. Puis là, je me suis mis à faire au push 3 fois par semaine, mais il fallait que je me pique 3 fois par semaine. Mais là, finalement, ma mère, elle a fait un peu de recherche, elle a vu quelque chose passer, puis c'était des insufflons. Fait que là, j'étais allée voir Marc-Claude, puis j'ai demandé si on me ferait commencer avec des insufflons. Fait que depuis, ben j'ai des insufflons. J'ai 2 insufflons en tout temps. J'alterne une journée, je fais sur un, une journée sur l'autre. Je les utilise 5 fois chaque, puis je le fais à tous les jours, sauf qu'au lieu de me prendre 8 heures, ça me prend 10 minutes. Donc... Avec les insufflons, c'est sûr, c'est une technique, on pourrait vous en reparler. On en avait parlé en avril pour ceux qui étaient là. Mais si jamais vous avez des questions sur les insufflons, sur la méthode à Héloïse, ben, elle va être là après, parce qu'en fait, c'était un peu un prototype, là. On a fait une étude sur elle, puis ça a fonctionné. On s'est essayé parce que on a accepté. Mais on n'aurait pas accepté pour tout le monde. C'est plus, Héloïse avait déjà beaucoup d'expérience, elle avait une famille. Parce que des fois, on cherche comment adapter le traitement à nous. Puis il y en a beaucoup, là, des parents qui m'arrivent avec des super trucs trouvés sur Internet, mais c'est souvent encore sur les essais sur les souris, ou sur les cochons. Puis on veut-tu vraiment que notre enfant soit au même stade que les cochons? Non. Donc c'est ça. C'est malheureux parce qu'on cherche, puis c'est correct de chercher, puis d'avoir espoir, mais il faut quand même rester sécuritaire. Puis ce que vous avez peut-être comme chance à Sainte-Justine, c'est que comme Dr Haddad puis moi, on va beaucoup à travers les autres pays pour voir, bien, on savait que ça s'était déjà fait en France, ça se faisait en fait. Donc, de rester ouvert à ce que les autres font aussi dans d'autres pays, c'est super important. Puis, des fois, dans le fond, le message, c'est que des fois, c'est les patients qui nous amènent les meilleures solutions pour eux. Puis, il faut être ouvert à ça. Ça, c'est super important. On ira pas trop en ligne, sinon ça va être plate. Francis, qu'est-ce qui est le pire pour toi dans les traitements? Bien, aujourd'hui, il y a plus ou moins grand-chose qui me dérange vraiment. Par contre, quand j'ai commencé, bien sûr, à l'âge de 5 ans, les piqûres à chaque mois, non, ça marchait pas très bien. Par la suite, par contre, ben, j'ai appris à vivre avec ça et à avoir aussi un peu moins peur des aiguilles, bien sûr. Par la suite, moi, j'ai connu, dans le fond, j'ai connu l'intraveineuse et le sous-cutané. Et à plusieurs reprises, même, parce que j'ai changé à quelques reprises aussi entre le sous-cutané et l'intraveineuse. Donc, au début, bien sûr, ben, c'est de prendre le temps, bien sûr, pour ce qui est du sous-cutané, de prendre le temps vraiment de faire ces traitements. L'organisation que ça demande quand même, parce qu'il faut quand même être assez organisé quand on veut faire ça par soi-même. Sinon, pour ce qui est par intraveineuse, bien sûr, ben, surtout aujourd'hui, là, j'ai pas d'école, je travaille, c'est de manquer une journée de travail à chaque mois. Des fois, ça fait pas nécessairement plaisir au patron, des choses comme ça. Fait que d'un côté ou de l'autre, si on parle d'inconvénients, c'est pas mal les gros inconvénients à ce niveau-là. OK, merci. Étienne, quand tu fais ton traitement, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas?
Ouais. Ben, dans le fond, Étienne, il est vraiment bon. Ouais, c'est pour ça qu'il a été choisi. Ouais. Hein. Sur 200 enfants, ça a l'air que c'est le meilleur. C'est sûr Ça a l'air. qu'il faut s'arrêter une fois par semaine. Puis, tu sais, au début, c'est comme, des fois, on avait une petite tendance à, oh, c'est le traitement aujourd'hui, tu sais, il faut le faire. Ça revient vite. Comme qu'on était en vacances, mais il a fallu amener le traitement. Mais sinon, ça se déroule super bien. On a une routine. On est là les 4 ensemble. Puis, Magali, est-ce que t'aides ton frère pour les traitements, toi? Oui, j'aide mon frère. Quand il y a des vidanges à jeter, je vais les jeter. Est-ce que tu le trouves courageux? Ouais, Ouais. quand même. Puis est-ce que ça a l'air à faire mal, les piqûres, ou bof? Ouais. Un peu quand même. Étienne, tu nous as emmené quelque chose dans ton sac. C'est quoi que tu nous as emmené? Y a-tu quelque chose dans ce sac-là? Une pompe. tu veux te la montrer? Vas-y, montre-la. Parce qu'il l'a emmené au cas où qu'il y en ait qui n'ait jamais vu c'était quoi la pompe, je pense. Excusez. Mais dans le fond, Étienne, il sent rien quand on fait les traitements. Nous, on y met de la petite crème pour geler, puis il sent absolument rien quand on... OK, fait on que fait ça les va bien pour injections. ça. Oui, ça va vraiment bien. Ouais. Lève-toi debout. Ah, wow. Bon, la pompe magique. Super, merci beaucoup. Donc, vous écoutez un film, hein, je pense. Fait que pour le Ouais, pire, vous avez c'est- comme réglé le pire avec le film. Oui, d'habitude, on fait ça pendant qu'on soupe le dimanche, puis on met un petit film. Pendant. Ben, on le Non, gèle je- juste avant, puis il reçoit son traitement avant ou pendant le souper. Ah! J'espère qu'il faut qu'il mange quelque chose qu'il aime, sinon c'est comme plat, tu sais, c'est comme les deux. En tout cas, Mais ça va bien. il mange des sardines en te faisant shooter en plus. Ah, bon, ben c'est ça. OK, parfait, c'est un bon truc. Sarah, toi, c'est quoi le pire? Ouais, ben de tout. Est-ce que c'est de le faire, de devoir le faire? Moi, qu'est-ce qui est le pire, c'est dans le fond, pas de devoir le faire, mais dans le fond, j'aime ça un peu jouer à l'infirmière, parce que dans le fond, quand je mets tous mes produits à l'intérieur de la pompe et tout, ça, j'aime ça. Mais c'est quand je me pique, il y a, dans le fond, 3 aiguilles. Puis les 3 aiguilles, quand on se pique, ça fait vraiment mal, parce que moi, je sais pas où les mettre, parce que comme j'ai plus de place sur mon ventre, pour la 3e. Alors, ça me fait vraiment mal. Puis, des fois, j'accroche des veines. Fait que quand j'aspire comme pour voir s'il y a du sang, comme pour voir si j'ai accroché une veine, il y a souvent du sang qui sort. Fait que là, je dois enlever l'aiguille. J'essaie de me repiquer une dernière fois, mais là, ça fait encore plus mal. Fait que là, après, je me dis, je vais le faire avec juste 2 Quand même pas exagéré, aiguilles. là. Ouais. OK. Puis par rapport au traitement, vu on est là-dedans, il y a des gens dans la salle qui sont ici pour bâtir des outils, qui prennent un peu de l'information pour essayer de trouver c'est quoi la meilleure manière. Qu'est-ce qui vous aurait aidé plus pour les traitements? Est-ce que vous trouvez, puis ça, vous pouvez le dire, là, je suis en congé, de toute façon, je ne me rappellerai plus quand je vais revenir. Est-ce que vous trouvez que ça a été, disons, les sessions d'enseignement, les outils... le médecin, l'infirmière, les services, qu'on réponde plus. T'sais, est-ce que ça a été, quand on commence les traitements, est-ce que vous avez des idées qui auraient pu aider ou des choses qui vous ont nui? Ou c'était bien parfait? Moi, ma tante, elle est infirmière. Alors, pour mes 2 premières fois à la maison, elle est venue avec moi. Puis, dans le fond, elle m'a aidée pour être sûre que je le faisais de la bonne manière et pour m'accompagner. Mais ceux qui n'ont pas d'infirmière dans leur famille ou pas de médecin, ils peuvent prendre leurs parents parce que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais ma mère, elle a pas été là vraiment parce que... c'est ça. Parce que... Elle tombe des pommes, genre? Hein? Elle tombe-tu des pommes? Non, c'est juste... Non, c'est pas grave, on n'a pas besoin de dire pourquoi, mais souvent, Oui. c'est ça. Alors, c'est ça. Parce que j'en avais plus vraiment besoin d'aide, parce que vu que ma tante était là pour m'aider, puis avant que ma tante soit venue m'aider à la maison, les infirmières à Sainte-Justine nous montrent comment faire. Alors, on est vraiment, vraiment bien suivis. Ils nous montrent les manières. On est suivi comme 3 fois à l'hôpital. Fait que c'était assez quand même. 3 Oui, fois. c'était parfait. OK. Ben, moi, pour ma part, quand j'ai commencé,
J'étais pas nécessairement le premier à commencer avec le sous-cutané, mais j'étais dans les premiers cobayes un peu, si on peut dire, pour le sous-cutané à Sainte-Justine. Puis dans ce temps-là, c'est Marie-Claude, en fait, surtout, qui m'a fait mon training à ce niveau-là. L'autre version sommeil, puis tout, qui était mieux, en tout cas. Et puis, pour ma part, moi, je trouve qu'au niveau du suivi, puis de l'entraînement, si on veut, là, ça a très, très bien été. On était 2 ou 3 fois, tout simplement. Par la suite, c'est de se faire confiance à soi-même, puis de continuer dans le même état d'esprit, dans le fond, à ce niveau-là. C'est bon, c'est se faire confiance, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, souvent, ça va. Mais quand on arrive tout seul avec l'aiguille ou tout seul avec son enfant, puis qu'on se dit « Oh my God, OK, s'il se passe quelque chose, c'est moi puis moi », ça peut être, je pense, bien stressant. Il y a des parents qui me demandent « Est-ce que je prévenais une dizaine de fois? » Puis tu sais, c'est pas fou, mais la première fois tout seul, elle va toujours rester la première fois. Fait que même si on vient des mois, il faut comme faire face à ça. Oui, Héloïse? Moi aussi, j'ai été je pense, dans les premières à recevoir un sous-cutané. Puis je me rappelle que c'était pas mal plus compliqué de piquer là, que ce l'est maintenant. Puis au début, quand j'ai commencé les sous-cutanés, c'est pas moi qui le préparais. Puis maintenant, j'y prépare. Sauf que je trouvais que c'est ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux, là, par contre. Techniquement, les outils, tu veux dire. Oui. Okay. Sauf que aussi, par contre, c'était pas pour... j'ai d'autres traitements. Je me sais qu'à un moment donné, le faire à l'hôpital, souvent, tu vas être correct. Mais sauf que j'ai déjà eu un traitement que la première fois à la maison, ça a été un peu long avant que j'accepte de le faire. Là. Ah ouais. Fait que, c'est sûr que même si elle est suivie depuis qu'elle est bébé, il y a eu des pauses où ça ne tentait pas d'avoir son traitement. C'est là qu'on a changé. Elle est devenue plus autonome en se piquant elle-même. On dirait que c'est là qu'elle est devenue plus autonome puis elle avait le contrôle. C'est assez comme... Fait que des fois, de le faire soi-même, ça peut peut-être nous aider finalement. OK. Oui, c'est sûr, parce que la vie, c'est long. Des fois, on a justement des jeunes qui ont de l'air parfaitement parfaits puis qui sont super autonomes, ça va super bien, mais comme n'importe qui, la vie, c'est des hauts et des bas, puis des fois, ça ne nous tente pas. Ce qui est pas pire quand tu es jeune, par contre, c'est que tu as quelqu'un en arrière de moi, en général, de toi, tes parents, qui vont te motiver / te forcer à le faire. Quand on est adulte, tu sais, Francis pourrait bien dire « Ah ben oui, c'est ça, il les laisse dans le frigo puis c'est tout ». Je pense que quand on est adulte, probablement que c'est un défi plus par rapport à soi-même, tu sais, est-ce que je me mets à moi-même ou est-ce que je le fais en tant que tel? Ouais. En fait, comme je disais tantôt, moi, j'ai changé à quelques reprises aussi entre le sous-cutané et l'intraveineuse. Dans mon cas, moi, le sous-cutané a très bien marché pendant un certain temps. Par la suite, des fois, être tout seul pour se piquer ou quoi que ce soit, il y a des sites où est-ce que c'est plus dur à faire quand on est seul aussi. Puis avec les horaires, des fois aussi du travail, des fois, aujourd'hui, c'est pas trop grave, on passe à demain. Le sous-cutané, on peut se permettre de le faire, mais par contre, quand on est rendu une journée, là, après ça, on dit là, c'est pas grave, on va aller à l'autre journée. Puis là, à un moment donné, fait que moi-même, je me suis tapé sur les doigts à un moment donné, puis là, j'ai dit OK, non, c'est correct, je vais retourner par intraveineuse. Question juste au moins d'être sûr d'avoir un bon contrôle à ce niveau-là. Faut comme être honnête avec soi-même, finalement, quand ça marche plus, ça marche plus. Okay. En famille, vous motivez mutuellement ou... il sait qu'il n'y a pas le choix de le faire, soit le dimanche ou le lundi, selon les congés. Là. Mais ça va super bien. Dès qu'on a des questions, on appelle Maude, puis j'ai tout de suite un appel. J'ai vraiment un bon suivi. Là. Parce que si... qu'est-ce qu'on fait si notre enfant... Oui? Oui, c'est ça. Plus, tu vas être la Miss Micro. Hein? Oui. Mais il faut prendre le micro pour ceux qui sont en arrière. Non, je voulais juste dire, parce que nous, on est dans le coin de Gatineau, puis je voulais juste partager que quand nous, on a fait le changement pour, moi, c'est mes garçons, intraveineux à sous-cutané, Marc-Claude avait formé les infirmières du CLSC dans notre coin, qui étaient, eux, venus chez nous former. Puis si nous, on avait des questions, on pouvait les contacter, eux. Fait que juste pour dire que c'est une option, puis nous autres, ça avait très bien fonctionné, puis même eux, il y en avait d'autres qui étaient intéressés à apprendre, puis étaient venus voir, donc c'est même quand on est en région, plutôt, on avait eu le choix de se déplacer à Sainte-Justine, mais pour nous, d'y aller quelques fois, puis on a 4 enfants, c'était comme compliqué, fait que dans ce temps-là... ça, c'est une autre option qui est possible, je pense. Ben oui, c'est ça. Quand on habite plus en région, plutôt qu'aller le faire 3 heures, 3 fois, des fois, on peut s'organiser, c'est super.
Qu'est-ce qu'on fait si on est parent puis que notre enfant, là, il veut pas le faire, il pleure? Pas un petit, là, même un moyen, ou comme Sarah, ou elle capote, elle veut pas les faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'en vient. Bon, je vais parler dans le passé, là, parce que... Quand même, beaucoup d'années, quand même. Ouais. Oui, OK. J'ai des jumeaux qui ont eu des traitements là, à l'hôpital Sainte-Justine en transfusion. C'est cute, ouais. Puis, 2 fois, ils ont arrêté les traitements, puis ils ont recommencé parce qu'ils tombaient malades. Et après, ils ont arrêté, bon, la 2e fois. Il y en a un qui n'a jamais recommencé les traitements. Il y a 14 ans maintenant. L'autre qui a 14 ans a continué, mais à la maison. Et là, à la maison, il s'est mis à capoter. C'est sûr que quand il a commencé les traitements à Sainte-Justine, les deux avaient à peine... Il n'y avait pas encore 2 ans, mais tout proche. Il arrivait à l'hôpital en pleurant parce qu'il savait qu'il allait se faire piquer. Et quelques heures après, ou la journée après, ou 2 jours après, les deux se mettaient à vomir. De stress? De stress, non. Je pense que c'était des post-transfusion. gros maux de tête, puis des vomissements. Là. Fait que vous, là, quand il capote à la maison, là, puis que vous savez pertinemment qu'il faut faire le traitement, mais peut-être demain, ça peut être demain. Enfin, il ne va pas mourir si on attend demain, mais est-ce que c'est bon d'attendre demain? Est-ce que... C'est ça. Donc là, ça devait se faire à la maison 1 fois par semaine. Hein? Oui. C'était très difficile. Ça fait qu'on a fini par le faire aux 2 semaines. Donc, il fallait qu'il se fasse injecter 2 fois plus, évidemment. Et il avait tellement peur de se faire piquer dans une veine. Ça n'arrivait pas. Puis je lui disais, bien, regarde, tu peux te piquer toi. Mais moi, j'avais fini par prendre un stylo puis de lui dire, on va chercher un endroit où est-ce que tu vois pas de veine, on va encercler la place où est-ce qu'on va piquer. OK. Fait que vous avez fait comme plus du coaching, là. Vous êtes allé avec le sentiment de votre enfant, le stress, puis vous êtes pas... vous avez comme suivi, puis vous avez essayé de trouver un autre moyen, plutôt que de, mettons, prendre les... Je voulais qu'il apprenne à se piquer. Je me disais, à l'âge qu'il a, il serait capable. J'avais eu un frère qui était diabétique, qui a appris à se piquer tout seul à l'âge de 8 ans. Là, lui, il était en 5e année à l'époque. Donc, je me suis dit, go, t'es capable, mais il ne voulait pas. OK. Puis un grand ado, mettons, quelqu'un de 15 ans là, qui veut pas prendre ses médicaments ou qui veut pas se piquer, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça comme parent? Est-ce que... Oui, bien... On passe acheter une bouteille de vin? Moi, mon problème, c'est que... c'est qu'il se pique plus. Oui, c'est ça, vous. Il y a quelqu'un à votre gauche, là? Il a fini, on s'est fait flusher, juste pour finir l'histoire, l'année dernière de la clinique d'immunologie parce que j'ai manqué le rendez-vous annuel. Flusher, moi? C'est pas toi. Mais j'ai été prise à Los Angeles à ne pas être capable de revenir à cause des tempêtes de neige. Et puis, quand j'ai rappelé, on m'a dit, de toute façon, vos enfants sont plus bien malades, là. Ils vont bien, donc ils me transfèrent juste au pédiatre. OK, puis, pour l'instant. Il y en a, c'est ça. Bien, c'est quand même peut-être une bonne nouvelle au final. Ils sont plus sous traitement maintenant, pour l'instant. OK. Bien, mettons là, des trucs pour quand nos grands, là, ils veulent rien savoir. Parce que, tu sais, là, je suis mini-mère, là, je suis mère depuis 3 mois, puis j'imagine si je savais que mon enfant pouvait prendre quelque chose pour l'améliorer, mais qu'il veut juste pas, puis que je sais que sa vie peut en dépendre, je sais pas. Ben moi, je suis maman 3 fois, donc 2 adolescents, un qui est presque adolescent, là, mais qui est adolescent aussi, puis j'ai une fille de 15 ans, puis un garçon de 4 ans qui est traité depuis mars aussi avec les immunoglobulines. Ma fille de 15 ans a des traitements, puis à un moment donné, elle a décidé qu'elle arrêtait, puis elle me cachait ses traitements. Elle jouait très, très bien la comédie pour que je ne m'en rende pas compte. Et le moment où je m'en suis rendu compte, je l'ai confrontée, mais pas une confrontation paternaliste, mais vraiment une confrontation mère-enfant, puis où j'ai dit,
écoute, ma puce, quand tu étais petite, moi, on m'a donné la formation, on m'a engagée à ce que prendre soin de toi, à être vigilant dans tes traitements et tout ça. Puis là, ce que tu me dis, c'est que tu les fais pas. Ça me fait de la peine. Puis j'ai dit, tu sais, je faisais ça parce que je t'aimais, parce que je t'aime encore, puis parce que c'était l'amour qui me poussait. Hein? C'est l'amour qu'on le fait pour nos enfants. Puis j'ai dit, j'espère que tu t'aimes assez fort pour prendre soin de toi maintenant. Parce que tu es une ado et je veux que tu t'aimes fort et que tu prennes soin de toi. Parce que je veux que tu restes là longtemps. Puis on dirait que ça l'avait un peu choquée, mais en même temps confrontée, mais une belle confrontation. Puis elle avait parti à pleurer, puis c'est là qu'on a pu nommer qu'est-ce qu'elle aimait pas dans ses traitements. Okay. Qu'est-ce qui la dérangeait. Fait qu'on dirait que c'est fallu cette espèce de choc-là, à un moment donné, au lieu de jouer, puis d'arrêter, à un moment donné, d'être le... J'ai comme mis le chapeau, je me suis dit, je suis pas la professionnelle de la santé, je suis la maman. Puis moi aussi, j'ai le droit d'être tannée, mais on n'a pas le choix, on peut pas lâcher. On peut pas lâcher, puis pour l'encourager, bien, on se racontait ça tout à l'heure, bien, moi, je me suis mis à la course, puis j'ai dit, bien, le temps que tu fais pour faire ton traitement, bien, moi, je vais faire de l'exercice, parce que moi aussi, il y a tout plein de beaux côtés de faire de l'exercice, comme il y a des beaux côtés de faire des traitements. Puis on dirait que ça a été comme on a décidé d'être plus une équipe que d'agir un petit peu toujours en escalade. Puis en se... C'est mon petit témoignage. Oui, c'est super. Puis oui. Juste rajouter 30 secondes, c'est aussi l'encouragement des pères. Tu sais, je vois Elodie ici qui est amie avec Camille, puis leur amitié fait que mutuellement sont capables de se parler d'une réalité qui est la maladie chronique. C'est pas la même maladie dans les deux cas, mais de pouvoir se parler entre eux autres de maladie chronique sans avoir à passer vers l'adulte, parce que l'adulte ne comprendra pas nécessairement, ou dans l'esprit de l'ado, l'adulte ne peut pas comprendre ce par quoi il passe. Mais de pouvoir parler avec quelqu'un qui passe par les mêmes étapes, même si ce n'est pas les mêmes traitements, je pense que ça aide beaucoup. Puis depuis que Camille et Elodie, même s'ils ne se voient pas ou presque pas, ils se parlent sur Facebook, mais depuis que les deux filles se parlent, moi, je sens un changement dans l'attitude de Camille, parce que là, elle a des pères autour d'elle qui la comprennent et qui la supportent, au lieu d'avoir ses amis qui font comme « ben c'est pas grave, tes traitements » ou « c'est pas grave ». Et il y a même, à un moment donné, fallu faire avec ses amis proches, faire une espèce, c'est Véronique qui l'a fait, une espèce de petit souper rencontre pour que les amis comprennent pourquoi Camille prenait tel ou tel médicament, quelles étaient les conséquences de tel ou tel médicament, et pourquoi ils devaient devenir des espèces d'ambassadeurs à aider Camille à prendre cette médication-là, parce que nous, comme parents, on avait notre limite dans l'intervention qu'on pouvait faire. Parfait. C'est super. Je ferais comme un peu du pouce là-dessus. Disons, comme couple, disons quand ton enfant est diagnostiqué, ou comme adulte, puis ensuite avec les jeunes, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit autour de nous que notre enfant a un diagnostic? Est-ce qu'on est gêné? Est-ce que, tu sais, on veut garder ça? Ben, on veut comme pas l'étaler devant tout le monde. À nos proches, oui. Parce que c'est sûr que les gens se demandent pourquoi il est souvent suivi. Dans le fond, on est souvent à l'hôpital, on est souvent... mais sinon, Mané, ça vient qu'à se savoir. Puis c'est correct aussi. Les gens posent beaucoup de questions. Puis d'expliquer plutôt que de peut-être cacher ça, pensez-vous que ça peut être plus bénéfique ou de toute façon, les gens ne comprennent pas grand-chose? Ouais, ben, on l'explique en gros. Okay. Dans le fond, il reçoit des injections à chaque semaine, puis il va super bien. Okay. C'est ça qu'on... Toi, Francis, t'es rendu avec une femme et un fils. Est-ce que tu le disais aux filles? Salut, je m'appelle Francis, je te donne mon numéro, by the way. Non? Ben, pas directement, mais par contre, je le cachais pas. Non? Ça, c'est sûr et certain. Là. Non? C'est pas j'aurais pas été le premier à monter sur le toit d'un immeuble pour le crier ou quoi que ce soit, mais jamais je l'aurais caché parce que ça fait partie de moi, dans le fond. C'est ma vie, c'est comme ça qu'il faut que je vive, puis c'est comme ça que les autres aussi, mes amis ou ma blonde, faut qu'ils acceptent à vivre avec aussi. Là. Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou quand tu étais ado, tu avais tendance à plus peut-être garder ça pour toi, ou tu as toujours été... Non, même à l'école ou avec mes professeurs, avec les autres élèves, ces choses-là, je ne l'ai jamais vraiment caché, puis
Aussi, ben, comme que je parlais tantôt, manquer une journée d'école par mois, ben là, ça vient à se savoir tout de suite, là, dans le fond. Là, tout le monde te demande, ben là, où c'est que tu étais hier? Ben là, tu ne commenceras pas à compter des menteries à tous les mois. Oui, c'est ça. Tous les mois, ça va être... C'est ça. À toutes les fois, la même menterie, ben non. Oui, c'est ça. J'ai une maladie. C'est pas un handicap, mais c'est une maladie. Puis, il faut que j'apprenne à vivre avec, tout simplement. Étienne, est-ce que tu le dis, toi, à tes amis, que tu fais des traitements? Non? Étienne, il vient juste de commencer l'école, la maternelle, dans le fond. Mais je pense qu'il est trop petit. Il se rend pas vraiment compte de... Qu'il y a quelque chose de différent à faire par rapport au... C'est une obligation qu'il a à faire actuellement, puis s'il faut le faire, on le fait. OK. Pour l'instant, ha, ha, ha. J'ai le bon espoir. Ben oui. Je ne vois pas ça comme un défi extrême. Peut-être que ça le sera, mais comme on dit, c'est jeune, justement. Ouais. Selon moi, je pense, qui est jeune, puis c'est un habitude de vie. C'est comme les gens qui se mettent à l'entraînement. Commencer, c'est toujours dur, mais à un moment donné... Ben, comme Francis disait, lui, ça fait partie de sa vie, tu sais, depuis... Nous autres, on n'a jamais eu de misère à y faire. T'sais. Autant pour les suivis à l'hôpital, les prises de sang. Attends, non, c'est pas vrai. Ben, en tout cas, depuis qu'il est né, il pleure jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'Étienne, il brise de sang, ben OK. Ouais, ça, c'est quand même assez rare. Il rit, tu sais, il est pas... C'est un bon... ouais, à date, là-dessus. Il est très patient. T'sais, des fois, on peut passer 2-3 heures à attendre, puis... Ouais. Oui, Loïse? Ben, moi aussi, à l'école, au début, ben, pas nécessairement les séminaires, mais je vais avertir parce que sinon, tu viens avoir comme la réputation de... Quand le prof demande s'il manque quelqu'un, ben, la première chose qu'il demande, c'est « Est-ce que Loïse est là? » Ah, OK. Puis ou sinon, ça vient qu'il pose plein de questions. Fait que souvent, tu règles les questions au début, puis après ça... c'est comme mes insufflons, ils vont les voir. Fait que c'est sûr qu'ils vont se demander c'est quoi, parce que... Plutôt que de faire semblant. Ouais. Tu as dit mettre ça clair tout de suite, comme ça, après, c'est dit, c'est dit. Sarah, toi, est-ce que tu le dis? Moi, je l'ai dit à toute ma classe, je pense. Il y en a qui sont peut-être pas au courant parce que je leur parle pas vraiment. Parce qu'on est plus en groupe, des fois, là, mais des fois, on essaie un peu de se mélanger, mais c'est dur. Sinon, moi, je suis obligée de le dire parce que je fais de la danse 20 heures par semaine. Alors, quand je me pique, ça me fait comme des petites bulles. Alors, quand les professeurs me touchent, ça me fait un peu mal. Alors, je suis obligée de leur dire parce que s'ils me touchent trop, si je vais comme... Ben oui, c'est une bonne raison. Ben je vais bien être capable... ça va me faire trop mal. Okay. Puis sinon, je l'ai dit à tous mes professeurs parce que je veux pas qu'ils pensent que j'aime pas leur cours. Ouais, je comprends. Alors, c'est OK, ça. merci. Là, dans le fond, on a des jeunes, pour la plupart, qui viennent de Sainte-Justine. Ce matin, on a eu beaucoup de conférences sur le transfert des jeunes vers le milieu adulte. C'est, je vous dirais, une préoccupation qui est de plus en plus grande. Depuis aussi la conférence, on en a parlé en avril aussi. Dr Chapdelaine, ce qu'il vous a en fait partagé, c'est si tu veux, c'est un rêve, hein, c'est comme un prototype, ça s'en vient. Moi, ça fait 10 ans là, que je suis à la même clinique, ça fait 10 ans qu'on parle que ça s'en vient. Fait que moi, je pense que ça va être mon prochain défi. Il faut vraiment que ça s'articule puis qu'on s'enligne là-dessus. Par rapport au transfert, toi, Francis, après, SIFAC, je sais pas, toi, tu es transféré maintenant, hein? Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment ça s'est passé? Parce qu'on n'a pas beaucoup de grands ados, des jeunes, adultes, là, faudrait que je décroche, là, adultes. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que tu as même eu peur d'être aux oubliettes, puis que si ça n'avait pas été de toi, de reprendre un rendez-vous, techniquement, tu aurais été perdu dans la brume? Bien, effectivement. 1, 2, 2. OK, ouais. Bon. Effectivement, c'est ça. Le transfert, moi, à partir de Sainte-Justine, c'est sûr que Sainte-Justine, comme je disais tantôt, c'est une équipe qui est toujours présente, qui est toujours là, puis c'est toujours la même équipe qui revient. Quand on tombe souvent aux adultes, souvent, c'est pas tout le temps la même personne qui va faire les suivis ou des choses comme ça. Donc, il y a moins un petit peu de contact direct avec les médecins, ces choses-là. Donc, oui, on se sent un petit peu laissé de côté un peu. Puis, on se rend compte qu'au niveau des adultes, la transition, des fois, dans mon cas, moi, j'ai été transféré à Saint-Jérôme au début, où est-ce qu'il n'y a pas d'immunologue.
Et il y a juste simplement des hématologues. Donc, à ce moment-là, eux, ils ne veulent pas trop s'embarquer avec Fallait pas les que tu cas fasses d'immunologie. la ligne aussi pour avoir ton traitement. C'était-tu toi qui me disais, il faut que j'arrive de bonne heure? Oui, Parce que... effectivement, même, c'est ça. Au lieu d'être 5-6 dans une même salle en même temps, toujours la même gang, rendu là-bas, ben là, j'avais un rendez-vous dans la journée, mais il fallait que j'arrive vraiment là comme le matin, puis que on était plusieurs à travers, comme que je dis, c'est ça, c'est des hématologues, donc des cas de cancer, de la chimio, des choses comme ça. Puis quand il y a une place qui se libère, ben là, la première place qui se libérait, ben là, c'est là, tu pousses la personne puis tu pognes la chaise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, on se sent un petit peu, effectivement, écarté. Par contre, j'ai demandé un transfert parce que j'avais déménagé à l'hôpital Pierre-Legardeur, où est-ce que là, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment un meilleur suivi aussi. Il y a Dr Jamali, que j'ai vu dans la salle tantôt, qui était ici aussi. Donc, un petit peu plus de connaissances en immunologie, ces choses-là. Donc, ça va beaucoup mieux à ce moment-là. Okay. Mais oui, effectivement, il y a un grand écart entre les jeunes adolescents puis le côté adulte. Il y a quand même encore un grand écart. Mm-hmm. Puis dans le fond, tu es arrivé un dernier rendez-vous à Sainte-Justine pour te dire ben c'est ton dernier, puis bonne chance. Bye-bye. Oui, ben un petit peu. Mais moi, dans mon cas, on avait commencé aussi les sous-cutanés aussi là, par la suite. Mais fait que j'ai pas été trop longtemps entre les deux parce qu'après ça, j'ai commencé le sous-cutané pratiquement instantané. Donc, OK. Fait que ça s'est quand même bien fait. C'est sûr, par exemple, Francis, tu as ta famille qui est là, ta mère qui a toujours été présente. Toi, tu es quand même quelqu'un de normal. Mais je veux dire, tu sais, des fois, on a un contexte familial plus difficile, des réalités plus difficiles. Des fois, c'est ça. Sifax, tu veux-tu me dire, toi, comment... tu peux-tu... Hello? Excuse. Je vais te donner 5$ à la fin. En fait, ce que je voudrais savoir, Sifax, c'est toi, le switch entre adulte puis enfant. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que ça a été facile ou... Ben, vu que moi, directement, j'ai été accueilli à Notre-Dame... je suis allé à Notre-Dame, mais c'est pas là que je suis suivi, c'est à Hôtel-Dieu. Mais là-bas, c'était en fibrose kystique. Mais justement, étant donné que c'est la fibrose kystique, ils ont gardé le même esprit. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil que Sainte-Justine. Ils s'occupent bien des patients. Par contre, quand j'ai été à Le Gardeur, mais aux urgences et tout ça, c'était pas pareil. Parce que j'ai été à Sainte-Justine en urgence, oui, mais le suivi est vraiment différent. C'est-à-dire que aux adultes, on nous voit plus comme, tu sais, c'est un malade, c'est tout. Puis si on trouve un moyen de le guérir, c'est bon. Sinon, ben, c'est vraiment comme ça qu'on se sent en tant que malade. Mais comme je disais, en fibrose kystique, j'ai juste l'impression qu'on est pris un peu plus au sérieux, on nous écoute un peu plus. Et ils sont un peu plus aux petits soins, je dirais. OK. Donc, pour moi, ça s'est pas mal bien fait. Puis, je suis content d'être là. Puis, si tu n'allais pas à tes rendez-vous, as-tu l'impression que quelqu'un t'appellerait pour te dire hey, qu'est-ce que tu fais? Ou tu penses que ça... Oui, vu que j'ai une infirmière qui me suit de près. Ben, de fibrose? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais si ça n'aurait pas été de fibrose, justement, non. Non. Parce qu'elle, elle me suit de proche. C'est-à-dire que si j'ai pas... Quand il y a la réceptionniste là, qui m'appelle, puis qu'il me donne un rendez-vous, mais que j'y vais pas, l'infirmière m'appelle directement sur mon cellulaire pour me dire qu'est-ce qui se passe. OK. Sur ton cellulaire, ouais. OK, c'est bon. Puis, vu que tu as beaucoup quand même d'expérience, toi, les moments où est-ce que tu avais le goût de tout lâcher là, et que tu as tout lâché, qu'est-ce qui te donne le goût de... Qu'est-ce qui te fait que tu te dis « je peux pas continuer comme ça, il faut que je continue ». Qu'est-ce qui fait que tu finis par reprendre? Ou... Ben, c'est plus mon état en tant que tel. Tu sais, quand je me laisse aller, je le vois que ça s'aggrave. Puis quand ça s'aggrave, ça inquiète à peu près tout le monde. Tu sais, tout le monde s'en rend compte, puis j'ai l'air malade, puis ça se voit, puis les gens, ils sont toujours en train de poser des questions, ça devient gossant à un moment donné. Puis plus je laisse faire, plus ça s'aggrave. Fait qu'à quoi ça sert? OK. Il faut juste tenir, puis espérer que ça aille mieux. OK. C'est bon, ça. Merci beaucoup, Sifax. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que je ne savais pas vu. Moi aussi. Par rapport à ce qu'on aspire dans la vie, tu
sais, on veut devenir quelqu'un. Il y en a qui veulent devenir infirmière ou d'autres projets dans la vie. Est-ce que le fait d'avoir un déficit immunitaire, est-ce que vous avez l'impression que ça vous brime? C'est sûr, Étienne, il est un peu petit. Peut-être comme parent, on peut être... ouais. Ben, il veut être pompier. Ah, ben ouais. C'est bon. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé de, tu sais, je vais pouvoir faire ce que je veux ou c'est... Ben moi, il y a un temps où je me demandais parce que je voulais devenir médecin, mais là, en ce moment, quand je vais dans les hôpitaux, je dois porter un masque. Donc, je me disais, si je deviens médecin, est-ce que je vais être obligée de porter un masque toute ma vie en travaillant? Donc, oui, je me suis posé des questions. Mais j'ai parlé à Dr. Haddad, puis c'est sûr que si je m'en irais où il y a juste des infections, c'est peut-être pas l'idéal, là, mais sinon, en clinique, admettons, en rhumato, ces choses-là, immuno, t'as pas de temps donc ça serait... C'est possible, là, OK. Fait que c'est pas quelque chose que tu vois comme un nuage, là, nécessairement, par rapport à qui tu voudrais devenir. Bien, c'est sûr qu'il y a un temps où je pensais que ça serait plus difficile, puis c'est sûr que j'ai d'autres problèmes de santé, puis c'est que des fois, c'est plus difficile quand tu penses est-ce que je vais être capable de faire toutes des grosses journées comme ça, où je vais être trop fatiguée facilement parce que je me fatigue peut-être un peu plus facilement que d'autres personnes. Donc, oui, c'est sûr que je me pose des questions sur... Est-ce que je vais être
Metis
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 Metis